Bonjour tout le monde. Bien, comme donc ça vous a été déjà expliqué, donc les séances seront réparties ou plutôt donc les chapitres donc seront répartis donc en 4 séances de révision. Alors donc ça suppose donc que vous avez déjà pu réviser donc ce que vous avez en cours en TD, en TP, donc et c'est l'occasion, peut-être la dernière. Donc, pour comprendre ce qui vous a semblé pas trop clair ou pas suffisamment en tout cas. Donc voilà, c'est à vous. C'est à vous de me poser des questions sur ce que vous avez du mal à comprendre et c'est à moi de faire en sorte que ce soit compris. Bien, alors c'est à vous. Alors donc soit donc vous énoncez donc vos questions oralement, donc soit vous les envoyez sur le chat. C'est à vous. Monsieur, bonsoir, j'ai une question. Oui, donc ici. Concernant la diminution de la pression et de la température, quand est-ce que les deux sont basses? La diminution de la température et de la pression, exactement. Alors, c'est dans quel contexte vous parlez de ça? Dans le Dans contexte le de, premier chapitre, dans le contexte de conservation de l'échantillon? oui. Alors, donc, ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc, il n'y a pas de règle. Donc, il n'y a pas de température qu'on appelle basse ou, par rapport. Donc, une température est basse par rapport à une autre. Donc, est suffisamment basse ou pas par rapport à l'objectif qu'on recherche. Donc, il n'y a pas de température, donc 0 degré. Donc, c'est pas assez bas. Pour certaines réactions chimiques. Donc, et, et 20 degrés, 20 degrés, c'est déjà suffisamment bas pour certaines autres certaines analyses. Donc, comprenez donc en fait que ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc, s'il s'agit par exemple d'un dénombrement ou d'une activité microbienne, donc en fait ça dépend aussi de vos bactéries. Donc il y a des bactéries que vous pouvez mettre déjà à 5 degrés et vous pouvez être sûr qui se multiplient pas. Donc il y en a d'autres que vous pouvez mettre à 0 degré et ils continuent quand même à se multiplier. Donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Donc c'est vrai aussi bien pour les modifications chimiques ou microbiologique. Donc, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de température qui est par définition basse. Donc, on parle de température basse par rapport à une autre, on parle de température basse par rapport à l'objectif que vous poursuivez. Donc, pour être exact, il faudra dire qu'il soit suffisamment basse pour arrêter la modification que vous craignez. Donc voilà. S'il vous plaît, monsieur. D'accord, c'est compris. Monsieur, que veut dire l'osmolarité d'un milieu? Alors, l'osmolarité, donc c'est certainement des choses que vous avez déjà vues. Donc, je vous les rappelle euh, quand même. Donc, en fait, l'osmolarité, c'est la concentration en ion, tout simplement. C'est la concentration en osmolyte, ce qu'on appelle osmolyte, c'est-à-dire donc les espèces ionisées en solution. D'accord, monsieur. Monsieur, j'ai pas compris, c'est quoi le pouvoir tampon? Alors,
ça me met quand même un peu en colère, donc de voir cette question revenir tout le temps depuis le début de l'année. Donc, j'espère que vous savez ce que c'est qu'une solution tampon. Oui. C'est quoi? C'est quoi une solution tampon? Une solution tampon résiste aux variations du pH. Alors, mademoiselle, donc c'est une solution et pas une solution. Et vous avez raison, c'est une solution qui a une capacité à résister aux variations de pH. C'est-à-dire, quand on essaie de modifier son pH, donc il maintiendra son pH originel, c'est-à-dire son pH d'origine. Donc, s'il est à pH 4, donc si vous ajoutez de l'acide, donc il résistera, donc son pH ne changera pas, il restera quand même 4. Ou si vous ajoutez une base, donc son pH également résistera, donc il ne voudra pas changer, il restera 4. Ceci, bien sûr, donc jusqu'à une certaine mesure. Donc, ça ne résiste pas indéfiniment aux variations de pH. Donc, ça a une capacité à résister aux variations de pH. Cette capacité, elle n'est pas infinie. Donc, ça dépend d'une solution à une autre. Alors, donc, cette capacité à résister aux variations de pH, c'est ce qu'on appelle le pouvoir tampon. Alors, comment peut-on le mesurer? Donc, c'est ça qui peut poser problème, malgré que ce soit vraiment simple si on y pense. Donc, en fait, pour comparer la capacité à résister aux variations de pH de deux solutions, en fait, tout intuitivement et tout simplement, on va essayer de faire varier leur pH et on verra laquelle qui résiste le plus. Et on va essayer de faire varier leur pH avec la même solution acide ou la même solution basique. Et on va essayer de faire varier leur pH en prenant le même volume de la solution A et de la solution B. Sinon, donc, ce sera très difficile de comparer. Bien, alors dans ces conditions, donc on prendra le même volume de la solution A et le même volume de la solution B, on utilisera le même acide et on verra laquelle des deux, dans quel cas, dans quelle solution, le pH va commencer à changer et avant l'autre, c'est-à-dire qu'on commencera à changer facilement. Alors, quand je dis facilement, c'est quoi? C'est-à-dire après avoir versé le volume le moindre de la solution d'acide. C'est-à-dire, sur une, on a versé 10 ml et ça commence à changer, et l'autre, ça ne commence à changer qu'après avoir versé 15 ml. Donc ça, voilà, donc pour que vous compreniez un peu comment ça se passe. Alors maintenant, la définition, donc il est standardisé pour tout le monde. C'est pas que chacun va mesurer son pouvoir tampon comme il le veut, ou comme il l'entend, ou comme il l'imagine, non. Donc c'est juste standardisé, c'est-à-dire juste on va essayer que tout le monde adopte la même méthode, la même mesure, pour qu'on puisse se comprendre. C'est le problème de toutes les mesures, quelles que soient les mesures. Donc, si on a adopté une unité de mesure pour estimer les distances, et on a essayé que ce soit la même pour tout le monde, c'est pour qu'on puisse se comprendre. C'est pour qu'un Chinois, quand il vous dit, donc, moi, j'ai un terrain qui fait 1 km de long sur 300 mètres de large, que vous, Marocaine, vous compreniez de quoi il parle. Alors, la même chose pour le pouvoir tampon. Donc, on va essayer d'adopter la même mesure. Alors, c'est quoi cette mesure d'un pouvoir tampon? C'est la quantité d'acide de base qu'on va plus, que ce soit un acide ou une base, on s'en fout. Donc, mais il faut que ce soit une, c'est-à-dire soit l'acide, soit la base. Et puis, donc, on ne va pas mesurer le volume d'acide ou de base, parce que d'un acide à un autre, selon sa concentration, selon sa molarité, selon sa normalité, donc ça va différer. Donc, aussi pour s'affranchir, c'est-à-dire pour ne pas prendre ça en considération, parce que ça peut induire donc, des différences de mesure, on va dire que c'est la quantité d'acide ou de base, pas en volume, mais en équivalent. Tout simplement, c'est-à-dire, vous allez me dire quel est le nombre d'équivalents que vous allez rajouter sur votre solution. Pas. Alors, dans ce cas-là, j'ai plus besoin
que vous me disiez, donc le volume d'acide, ni sa normalité, ni sa molarité, ni même son type d'acide, puisque c'est un acide minéral, c'est un acide organique, ou c'est un diacide, ou un triacide, un monoacide, tout ça, j'en ai plus besoin. Donc, c'est la quantité d'acide ou de base, peu importe, mais en équivalent, c'est le nombre d'équivalents. Alors, les équivalents, j'espère que vous savez ce que c'est. Donc, c'est le nombre de protons H+, s'il s'agit d'un acide, ou c'est le nombre d'ions ou H- s'il s'agit d'une base, tout simplement. Donc, c'est le nombre, si on se met dans le cas d'un acide, donc c'est le nombre de protons H+, que vous allez rajouter à 1 litre. Alors là, ça c'est spécifié, à 1 litre de la solution que vous testez, c'est-à-dire de la solution tampon, et qui va entraîner une variation de pH d'une unité. Et voilà l'affaire, donc elle est bouclée, c'est-à-dire vous prenez 1 litre, vous n'êtes pas obligé de prendre 1 litre, vous allez extrapoler par la suite, vous prenez 100 ml et puis vous faites les calculs combien il vous faut pour 1 litre. Donc, mais la définition, il dit que cela va être exprimé par litre. Alors maintenant, donc, vous prenez donc 100 ml par exemple de votre solution, vous allez rajouter votre acide, vous allez calculer et combien d'équivalents vous allez suivre votre pH, vous allez vous allez suivre votre pH jusqu'à ce qu'il varie d'une unité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça varie d'une unité? C'est-à-dire, si votre pH initial était à 5,3 et vous versez de l'acide, il faudra que vous continuiez à verser de l'acide jusqu'à 4,3. Entre 4,3 et 5,3, c'est une unité pH. Alors, si vous versez de la base, vous allez verser de la base, votre pH, il essaiera d'augmenter, votre solution résistera, mais à un certain moment, il va quand même augmenter pour devenir un pH de 6,3. Vous arrêtez, vous regardez combien d'équivalents vous avez rajouté, vous l'avez rajouté sur un volume, c'est-à-dire 100 ml, dans cet exemple que j'ai pris, et vous dites que j'ai rajouté 100 équivalents. Je dis des choses aberrantes, le nombre d'équivalents il est astronomique, donc c'est pas 100, mais bon, on va dire que vous allez rajouter 100 équivalents sur 100 ml. Donc pour 1 litre, il vous faut combien d'équivalents? Il vous faut 10 fois plus, il vous faut 1000. Donc vous dites le pouvoir tampon, c'est 1000, tout simplement. Donc c'est la quantité d'équivalents. C'est le nombre d'équivalents qu'il vous faudra pour faire varier le pH d'une solution, d'une unité, d'un litre de solution d'une unité. Voilà. J'espère que c'est clair. Oui, monsieur, merci. Monsieur, j'ai pas compris le principe de la centrifugation. Alors là, donc aussi, donc c'est des trucs un peu que je trouve bizarres. Donc qu'on arrive donc à la fin du semestre pour dire que j'ai pas compris donc le principe de centrifugation. Alors maintenant, donc c'est tout simple. Alors maintenant, donc vous savez ce que c'est qu'une force centrifuge. Vous savez ce que c'est qu'une force centrifuge ou pas? Ouais. Oui, monsieur. Alors donc une force centrifuge, c'est une force qui apparaît. C'est une force qui apparaît. C'est une force qui apparaît lors d'une rotation. D'accord? À chaque fois qu'il y a un changement de direction donc, vers une rotation, donc il y a une source centrifuge. Si vous êtes dans une voiture, dans une voiture qui accélère en prenant un virage, vous êtes projeté vers l'extérieur du virage. Vous le savez ou pas? Oui, monsieur. Alors, donc, qu'est-ce qui vous projette, qu'est-ce qui vous tire, qu'est-ce qui vous pousse vers l'extérieur? C'est ce qu'on appelle la force centrifuge. Donc, les forces sont connues par leur effet. À chaque fois qu'on observe un effet, donc un déplacement, un mouvement ne peut être que le résultat d'une force. Sauf quand il est un mouvement rectiligne uniforme, donc là, donc c'est un cas particulier. Alors maintenant, donc c'est ce qu'on appelle un mouvement inertiel, donc ça, donc vous l'avez appris donc depuis votre collège, mais d'une manière générale, à chaque fois qu'il y a mouvement, donc il y a des forces qui entrent en jeu. Alors maintenant, donc ce qu'on observe lors d'une rotation, c'est-à-dire lorsqu'on fait tourner les choses,
et qui les pousse vers l'extérieur. C'est ce qu'on appelle les forces centrifuges. Alors, si vous mettez de l'eau dans un seau et vous le faites tourner à longueur, à longueur de bras, donc ça, c'est un exemple tout à fait donc, enfantin et que beaucoup de vous donc, ont déjà expérimenté. Donc, vous avez déjà joué en mettant un peu d'eau dans un petit seau, vous le faites tourner. Si vous le faites tourner avec une vitesse suffisante, l'eau ne tombera pas du seau. D'accord? Alors, il ne tombe pas du seau parce qu'en fait, il y a une force qui s'oppose à l'attraction terrestre et cette force-là, c'est ce qu'on appelle la force centrifuge. Alors, c'est cette force-là qui apparaît lors d'une rotation qu'on va mettre en œuvre lors de la centrifugation. Alors maintenant, si vous avez des choses, des particules plus ou moins denses dans un milieu, si vous le faites tourner, donc en fait, toutes ces particules-là vont subir une force centrifuge. Cette force centrifuge, elle va tirer sur ces particules vers l'extérieur et il va les faire sédimenter. Alors s'ils étaient dans votre seau d'eau, donc ça va tirer sur ces particules vers le fond de votre seau, donc ça va les faire sédimenter beaucoup plus rapidement que la force d'attraction terrestre. Alors beaucoup plus rapidement, pour que ça se fasse beaucoup plus rapidement, quand même il y a une condition, il faudra que la force centrifuge soit supérieure à la force d'attraction terrestre, sinon ça ne va pas être plus rapide. Donc si vous faites tourner suffisamment rapidement, donc en fait votre force centrifuge donc, va devenir beaucoup plus importante, beaucoup plus intense que la force d'attraction terrestre. Et par conséquent, ça va devenir, votre sédimentation, il va devenir beaucoup plus rapide que la décontation. Parce que même si vous avez des particules dans un liquide, vous les laissez juste au repos, donc en fait tout ça va sédimenter. Il va sédimenter lentement, il va sédimenter plus ou moins lentement en fonction de la densité des particules et à cause de la force d'attraction terrestre qui est ce qu'elle est. Il est fixe, il ne varie pas. Alors maintenant, si vous faites tourner, donc, et si vous pouvez générer par la rotation, c'est-à-dire si vous pouvez produire par rotation une force beaucoup plus importante que la force d'attraction terrestre, donc ce phénomène-là va devenir beaucoup plus rapide. Et c'est tout ce qui se passe lors de la centrifugation. On fait tourner des choses qui contiennent différentes particules, qui ont différentes densités, et puis donc plus on fait tourner, plus la force centrifuge est importante, et plus la sédimentation va devenir rapide. Si vous faites une expérience et vous avez un milieu où vous avez des particules, vous n'avez pas envie que ça reste des mois avant de sédimenter. Vous avez envie que ça se passe, que ça puisse faire en 5 minutes, en 10 minutes, en une demi-heure. Donc, en tout cas, vous avez envie que ça se fasse le plus rapidement possible. Donc, et c'est le rôle, c'est l'utilisation de la centrifugation. Donc, j'espère que c'est suffisamment clair. S'il vous plaît, monsieur. Oui, merci. Monsieur. Oui. L'augmentation de la température peut-il avoir des conséquences lors de l'extraction? S'il vous plaît, si vous pouvez parler un peu plus doucement. L'augmentation de la température peut-il avoir des conséquences lors d'une extraction d'un échantillon? C'est-à-dire, il peut avoir une conséquence dans quel sens? Il peut avoir différentes conséquences, différentes choses peuvent se produire. Vous pouvez détruire votre échantillon. Vous pouvez évaporer votre solvant. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Alors maintenant, donc ça dépend de la température et ça dépend de ce que vous avez en tête. Quand vous me dites est-ce que ça peut avoir des conséquences, ça veut dire quoi? Dans la modification de l'échantillon ou l'altérer, par exemple. Oui, donc la température, donc c'est un paramètre qui agit indépendamment que vous faites une extraction, ou vous faites une centrifugation, ou vous faites une sédimentation, une précipitation. La température, donc c'est un paramètre physique
qui rend compte donc de la quantité d'énergie libre des molécules, donc et par conséquent de leur agitation. Donc à chaque fois que vous augmentez la température, donc vous augmentez l'énergie des molécules, vous augmentez leur réactivité, etc. Alors maintenant, toutes les réactions chimiques ne se passent pas toutes aux mêmes températures, donc ça dépend des réactions chimiques, ça dépend de ce que vous voulez. Alors maintenant, l'extraction, donc lors de l'extraction, on a envie aussi que ça se fasse plus rapidement et que l'équilibre soit atteint rapidement. Donc ça, c'est une chose qu'on peut atteindre en augmentant la température, c'est-à-dire la température va faciliter l'extraction. Donc c'est une extraction aussi, elle est plus rapide quand ça se fait à des températures relativement élevées. Donc l'exemple courant, donc je l'ai dit, donc vous préparez votre thé avec de l'eau chaude, avec de l'eau bouillante, vous préparez votre café avec de l'eau bouillante, vous ne le préparez pas avec de l'eau glacée. Donc ceci d'un côté, la température facilite l'extraction dans le sens où elle va la rendre plus rapide, c'est tout. Mais la température aussi donc, peut altérer votre échantillon ou peut altérer la substance que vous voulez analyser. Alors maintenant, c'est à vous de décider. Donc c'est à vous en tant qu'expérimentateur de décider en quelque sorte, qu'est-ce qu'il y a à décider ici. Donc en fait, la température maximale que vous pouvez utiliser et qui n'altérera pas votre échantillon ou votre substance. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, allez-y. La vitesse de transfert solide-liquide dépend de quoi? Ouais, je viens de l'expliquer. Donc, ça dépend entre autres de la température. Donc, la température, donc maintenant, donc j'espère que cette question de température, que ça vous paraisse un peu plus scientifique. Donc, la température, tout le monde sait ce que c'est. La chaleur, tout le monde aussi, donc c'est intuitivement ce que c'est. Mais scientifiquement, c'est des notions quand même un peu très subtiles donc à comprendre. Donc, c'est pas aussi évident que ça de comprendre ce que c'est que la température, donc c'est pas aussi évident que ça de la différencier de chaleur. Donc en fait ça c'était toute la thermodynamique du 19e siècle, donc c'est pas aussi loin que ça qu'on a commencé à comprendre exactement ce que c'est que la température, ce que c'est que la chaleur, donc c'est pas très loin, donc c'est le 19e siècle, donc il y a de là 150 ans. Alors maintenant, donc je disais donc en fait que peut-être donc pour vous donc maintenant donc il est temps de comprendre ce qu'on veut dire par température. Température donc c'est une certaine agitation moléculaire, tout simplement. Alors comprenez-le comme ça. Donc ce qu'on mesure quand on dit que la température elle est de 100 degrés, alors que quoi le degré Celsius, donc c'est pas une grandeur qui est rattaché à un phénomène physique, donc c'est plutôt les degrés Kelvin. Donc si on dit que vous êtes à 300 degrés Kelvin, donc en fait ça traduit un certain niveau d'agitation moléculaire. C'est-à-dire à 300 degrés, donc vos molécules, elles ont un certain niveau d'agitation. Alors niveau d'agitation, c'est qu'elles ont une certaine énergie cinétique, c'est-à-dire qu'ils bougent de tous côtés, donc et cette vitesse cinétique donc, va leur conférer une certaine énergie cinétique, et c'est ce que veut dire la température. Alors maintenant, je ne sais pas, donc vous avez certainement eu des cours de thermodynamique chimique, bon, comme beaucoup de choses, donc vous les avez eus, donc vous n'en gardez aucun souvenir. Donc, comme si tout ça s'est mis quelque part là, juste pour remplir du vide. On sait pas quoi vous faire apprendre, et on vous dit, tiens, donc allez-y, il y a quelque chose qui s'appelle thermodynamique, allez-y, donc jetez un coup d'œil. Donc, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, en fait, donc, la science qui traite donc, de ces phénomènes donc, de transfert de chaleur et de transfert d'énergie, et
Donc, c'est ce qu'on appelle la thermodynamique. Bon, peu importe. Alors maintenant, pour faire simple, la température, c'est une agitation moléculaire. C'est-à-dire, plus, gardez ça en tête, plus la température augmente, en fait, ce n'est pas la température qui augmente et qui fait augmenter l'agitation moléculaire, c'est pas ça, c'est l'inverse. Il y a cette subtilité parce que dans notre tête, on confond température et chaleur. C'est-à-dire, on dit que la température augmente et ça va augmenter l'agitation moléculaire. Non. Quand on dit là que l'agitation moléculaire augmente, donc c'est que la température a augmenté. C'est la même chose, c'est le même paramètre. Alors maintenant, donc aussi, ceci, vous l'obtenez, donc cette augmentation de l'agitation moléculaire, vous l'augmentez quand vous transférez de la chaleur aux molécules. Alors, transférer de la chaleur, donc ça, c'est un exemple parmi d'autres exemples. Donc, en fait, la généralité, le cas général, c'est qu'on peut dire, il faudra dire, on transfère de l'énergie. Quand vous transférez de l'énergie aux molécules, c'est-à-dire vous leur donnez de l'énergie, et puisque l'énergie, donc, elle se conserve, donc si vous leur avez donné de l'énergie, c'est que vous l'avez prise quelque part. C'est que l'énergie est partie de quelque part pour aller dans ces molécules. C'est pourquoi on parle de transfert d'énergie, peu importe. Alors maintenant, quand vous leur donnez de l'énergie, donc ils vont s'agiter plus. Alors s'agiter plus, c'est une température plus élevée. Alors maintenant, il y a beaucoup de choses qui dépendent de cette agitation moléculaire. Il y a l'extraction, parce que vous faites l'extraction, c'est un transfert de matière. Il y a des molécules qui étaient dans une phase et qui doivent aller dans l'autre phase. S'ils n'ont pas l'énergie suffisante, pour passer d'une phase à une autre, ils ne passeront pas. Alors maintenant, quand vous donnez plus d'énergie, donc vous facilitez ce phénomène-là. Vous facilitez la diffusion, vous facilitez le transfert de matière, vous facilitez l'extraction. D'accord? Alors maintenant, donc, des molécules qui bougent aussi de plus en plus, ils se rencontrent de plus en plus. Ils se rencontrent de plus en plus. D'accord? Et puis donc cette rencontre des molécules, parfois elle produit d'étranges phénomènes scientifiques qu'on appelle réactions chimiques. C'est-à-dire le fait qu'une molécule rencontre une autre, il peut se produire ce qu'on appelle des réactions chimiques. Donc les réactions chimiques elles-mêmes, ils dépendent de l'agitation moléculaire, ils dépendent de la température. Plus la température est élevée, plus la réaction chimique est rapide. Il y a la dilatation aussi. La dilatation aussi, c'est un phénomène qui dépend de la température. Donc si vous chauffez, ça se voit beaucoup dans les gaz, ça se voit moins dans les solides, mais ça existe. Donc toute la matière se dilate avec la température. Alors pour ceci, donc, imaginez-vous en amphi, dans une salle de cours, pas les salles de cours de cette année, donc il y a quelques étudiants, donc très peu, mais dans les salles de cours où vous étiez l'année dernière, en début de semestre. Alors, imaginez que chacun de vous, c'est une molécule, et qu'il bouge un peu, sur une petite distance. Donc, on fait tout ça, donc ça se fait sur des distances plus ou moins importantes. Mais imaginez que vous bougez, que vous n'êtes pas fixe à votre place, que vous bougez. D'accord? Alors, en bougeant, vous cognez sur vos camarades. C'est-à-dire, donc, vous avez des collisions avec les autres molécules. Il y a des chocs qui se font avec les autres molécules. D'accord? Alors maintenant, plus l'agitation est forte, plus l'énergie de la molécule est forte, plus l'agitation est forte, plus le choc est fort. C'est-à-dire à ce moment-là, vous allez taper sur votre camarade plus fortement, votre camarade il tapera sur vous plus fortement et il tapera sur les autres et vous tapez sur les autres fortement. Quel est le phénomène qui va se passer autour de vous? Autour de vous, donc la distance entre vous et vos camarades va augmenter. La distance entre une molécule et l'autre va augmenter parce que les chocs deviennent de plus en plus violents,
Quand il y a un choc, ça projette la molécule à une certaine distance qui est supérieure, donc enfin à la distance par laquelle elles étaient séparées au début. Et puis ce phénomène-là, donc en fait, ce phénomène-là, il va se traduire comment? Macroscopiquement. Macroscopiquement, il va se traduire par une augmentation du volume. Il va se traduire par ce qu'on appelle une dilatation. Donc la température aussi provoque une dilatation parce qu'en fait, plus vous augmentez la température, ça veut dire que vous avez augmenté l'agitation moléculaire, ça veut dire que vous avez donné plus d'énergie à vos molécules qui vont s'entrechoquer de plus en plus violemment. Donc la distance entre une molécule et une autre, la distance moyenne entre les molécules va augmenter. Et si la distance moyenne entre les molécules augmente, c'est que le volume qui contenait ces molécules, dans lequel ces molécules étaient contenues, donc va augmenter. Donc c'est ce qu'on appelle la dilatation. Donc voilà, donc j'ai un peu divagué, donc j'ai un peu fait un grand tour autour de cette question de température. Pas, et tellement je me rappelle plus de quoi c'était la question exacte. C'était quoi votre question, mademoiselle? Si la vitesse de transfert solide liquide dépend de quoi? C'est-à-dire dépend de voilà, la température. Donc voilà, maintenant vous avez quoi? Si vous avez compris ce que c'est que la température, vous allez comprendre en fait que vous augmentez donc l'agitation moléculaire, donc et par conséquent vous augmentez leur énergie cinétique et vous augmentez la vitesse avec laquelle ils vont passer d'une phase à une autre, et passer d'une phase à une autre, c'est ce qu'on appelle une extraction ou un transfert de matière en tout cas, donc dans le cas général. Merci. Voilà. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que ça veut dire que le coefficient de partage aussi dépend de la température? Non, non, pas du tout. Alors là, donc oui, c'est très subtil, mais le coefficient de partage ne peut pas dépendre de la température. Le coefficient de partage, donc c'est soit un partage des quantités, donc à l'équilibre, ou le rapport des concentrations à l'équilibre. C'est l'équilibre qui dépend de la température, c'est-à-dire en fait la vitesse avec laquelle on va atteindre l'équilibre qui va dépendre de la température. Mais l'équilibre en lui-même ne dépend pas de la température. Il ne peut pas dépendre de la température. Donc c'est une caractéristique de la substance et des deux phases. C'est-à-dire, donc si vous prenez deux phases et une substance, donc, et quoi que vous fassiez, donc à l'équilibre, il y aura 10 molécules dans une phase et 100 dans une autre, ou 90 dans une autre, pour faire simple. Alors maintenant, à basse température, pour que tout ça, pour que cet équilibre, donc en fait, pour atteindre cet équilibre, il va falloir beaucoup de temps. Mais il sera toujours le même, c'est-à-dire vous aurez toujours 10 molécules d'un côté et 90 de l'autre. Mais si vous augmentez la température, donc en fait, la diffusion va se faire plus facilement, donc les molécules vont bouger rapidement, il y aura toujours 10 d'un côté et 90 de l'autre. Donc la température ne modifie pas les coefficients de partage, il modifie la vitesse avec laquelle on va atteindre l'équilibre. D'accord? Oui, merci, monsieur. J'espère que c'est clair. Oui, monsieur. Monsieur, Oui. quelle est la différence entre la filtration tangentielle et la filtration frontale? Alors, la première, c'est la filtration et la deuxième, c'est le filtration. Voilà, c'est la différence. C'est ce que vous m'avez dit. Donc, la première, c'est féminin, le deuxième, c'est masculin. C'est déjà une différence. Alors, donc, bon. Donc, je ne sais pas. Donc, est-ce que vous comprenez ce que c'est une filtration frontale et une filtration tangentielle? Est-ce
Est-ce que vous voyez ce que c'est qu'une filtration frontale et ce que c'est qu'une filtration tangentielle? Bon. Autre question? Oui, monsieur. La filtration frontale, Monsieur? quand le filtrage est perpendiculaire, tangentiel peut être parallèle avec le membrane de filtration. Je n'ai pas entendu ce que vous dites. Lorsqu'une filtration frontale, le filtrage est perpendiculaire avec le membrane de filtration. Non, mais on a passé ça, donc celui qui a posé la question, donc il n'est pas intéressé par la réponse, donc on laisse tomber, donc on passe à autre chose. S'il vous plaît, monsieur, Oui, est-ce qu'on peut parler du coefficient de partage massique lors d'une extraction solide-liquide? oui. Oui, donc c'est n'importe quelle extraction, donc il y a un coefficient de partage, donc pour l'exprimer, donc on peut l'exprimer de deux manières différentes, donc soit par un rapport des masses et soit par un rapport de concentration, mais les deux coefficients ne sont pas les mêmes. C'est pas la même chose. Du tout, c'est pas la même chose. Le coefficient de partage de concentration, donc il ne dépend pas du volume. Le coefficient de partage massif, il dépend des volumes. Merci, monsieur. Mais ça, il faudra comprendre pourquoi l'un dépend du volume et l'autre ne dépend pas. Donc ça, il faudra aller un peu chercher donc, pour le comprendre. Oui. Est-ce qu'il dépend de la nature du solvant, monsieur? Qu'est-ce qui dépend de la nature du solvant? Le coefficient du partage. Le coefficient de partage, il dépend de la molécule. Donc, si on parle d'un coefficient de partage d'une molécule donnée, maintenant, il va dépendre des deux phases. Alors, et ça, on parle du coefficient de partage des concentrations. Il va dépendre maintenant des deux phases, de la nature des deux phases, et uniquement de leur nature, pas de leur volume. Il va dépendre, est-ce que c'est de l'eau qu'on va mettre, ou c'est de l'alcool, ou quel alcool, etc. Donc ça dépend de la nature chimique des deux phases, pas de leur volume. Contrairement au coefficient de partage massique qui, lui, donc il dépend du volume. Donc ça, vous pouvez le comprendre facilement. Donc plus vous mettez de volume de solvant d'extraction, plus la quantité que vous allez récupérer est grande, donc par conséquent le rapport il va changer. Alors, mais donc quand on parle du coefficient de partage de concentration, c'est quelque chose qui est spécifique, c'est une caractéristique d'une substance donnée pour une extraction donnée, c'est-à-dire à partir d'une phase A donnée et une phase B donnée. C'est-à-dire tant que les deux phases ne changent pas, ce coefficient, il ne changera jamais. Jamais, 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 ni cette année, ni ici au Maroc, ni en Chine. Donc, il ne change pas ni en fonction de l'espace, ni en fonction du temps. Oui, merci, monsieur. Monsieur, le coefficient de partage dépend du nombre d'extractions successives? Comment? Non. Alors, le coefficient, là aussi, le coefficient de partage des concentrations, il est le même à n'importe quelle extraction. Même si on fait des extractions successives, il est le même. J'ai bien expliqué, ça ne dépend que de la matière à extraire, de la phase A, de la phase B et de la molécule en question. Si vous extrayez du glucose à partir du sang avec de l'alcool, si vous faites une première extraction, ça vous donne le coefficient de partage qui est caractéristique du glucose à partir du sang dans l'éthanol, dans l'alcool. Si vous faites une deuxième extraction, mais toujours avec du sang, c'est-à-dire une extraction successive, c'est-à-dire une extraction subséquente, c'est-à-dire qui vient après la première, donc sur le même sang, mais en utilisant le même éthanol, donc vous aurez toujours le même coefficient de partage.
de concentration. Mais il ne change pas si on répète les extractions. Il reste le même. Monsieur, le rendement est différent. Comment? Le rendement est différent. Le rendement est différent parce que le rendement, c'est une quantité. Ce n'est pas une concentration. Le rendement, c'est une quantité extraite par rapport à une quantité initiale. Le rendement, bien sûr, il est différent. Monsieur, s'il vous plaît, que veut dire la représentativité et comment on peut dire un échantillon doit être représentatif? Alors ça aussi, on l'a expliqué, je l'ai expliqué plusieurs fois, donc énormément de fois. Alors maintenant, donc, c'est un peu dérangeant de l'expliquer pour chaque étudiant. Alors, bon, représentativité, donc c'est lié à autre chose, donc c'est lié à une certaine hétérogénéité donc, des populations. Donc, les populations, quelles qu'elles soient, dans le monde biologique et même non biologique, donc même dans le monde inerte, donc il y a une hétérogénéité. Donc, si vous allez faire une analyse de sang, comme je viens de le dire, votre sang, si vous voulez mesurer donc n'importe, vous voulez analyser n'importe quelle substance dans votre sang, donc c'est pas forcément que dans le sang de ta sœur ou de ton frère, il y aura la même quantité ou la même substance, etc. Donc en fait, on est différents. Tous les êtres vivants sont différents, donc que ce soit des insectes, des bactéries ou des humains ou des plantes, peu importe. Donc tout ça, même s'ils appartiennent à la même espèce, même s'il s'agit de la même espèce, donc en fait, c'est différent. C'est différent parce qu'on est différent génétiquement. Il y a quelques différences génétiques entre intraspécifiques, c'est-à-dire à l'intérieur de l'espèce, et en plus, il y a des différences qui sont induites par l'environnement. Donc, tout ça fait que votre sœur qui vit en Suède, donc peut-être n'aura pas la même composition sanguine que vous qui viviez donc, dans un désert. Donc, voilà, vous êtes sœurs, peut-être vous êtes même jumelles, vous avez le même matériel génétique, exactement, vous êtes des vraies jumelles, donc vous avez le même matériel génétique, mais l'environnement aussi, il influence. Donc il y a une influence de l'environnement, il y a une influence de la génétique, donc ceci conduit à quoi? Il conduit à ce que, en fait, tous les êtres vivants sont différents. Alors même dans le monde inanimé, donc si vous prenez un minerai quelconque ou un métal quelconque, donc en fait, il n'est pas le même partout dans tous les gisements du monde, donc c'est différent. Alors, quand vous voulez faire une analyse dans ces conditions où chaque individu est différent de l'autre, quand je parle d'individu ici, donc ça veut dire tout simplement, ça peut être un être humain, un être vivant ou même pas vivant. Alors maintenant, comment faire une analyse dans ces conditions, sachant qu'en fait, à travers cette analyse, donc on cherche une vérité, c'est-à-dire si on veut faire une analyse de votre sang, c'est pas vous qui nous intéressez. Donc si c'est vous qui nous intéressez, donc c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans votre sang, vous, oui, c'est votre sang qu'il faut analyser. Mais si on s'intéresse à ce qui se passe dans le sang des humains, par exemple, donc non, ça n'a pas de sens de prendre un individu. Ça n'a pas de sens d'analyser tous les individus parce qu'on ne pourra pas le faire. On ne pourra pas analyser donc, les 9 milliards d'humains qu'il y a sur Terre. Alors maintenant, imaginez ce que c'est pour les plantes, imaginez ce que c'est pour les bactéries, imaginez ce que c'est pour les insectes, etc. Donc, on ne pourra jamais analyser donc, tous les individus pour avoir une vérité. Alors maintenant, de cela, donc comment on fait? En fait, cette année, vous avez un exemple assez parlant si vous avez suivi l'actualité. Donc, quand on a mis au point des vaccins, quand on met au point des vaccins, donc en fait, on ne va pas les tester sur tous les êtres humains. Il faut bien, donc parce que c'est impossible, parce que ça n'a pas de sens, de prendre toute la population humaine pour les essais.
Donc, mais il faut quand même prendre un échantillon. Mais il faut prendre un échantillon, en fait, sur lequel on va avoir une idée qu'on pourra extrapoler, c'est-à-dire généraliser pour toute la population humaine. C'est ça la difficulté. La difficulté, c'est de ne pas pouvoir faire l'analyse sur toute la population, c'est d'être obligé de la faire sur un échantillon, sur un nombre réduit, mais il faut que les conclusions de notre étude soient généralisables pour toute la population. C'est ce qu'on appelle la représentativité, tout simplement. C'est-à-dire que votre échantillon, il doit être représentatif de la population. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que dans votre échantillon, il faut au maximum retrouver la même diversité qu'il y a dans la population humaine. C'est-à-dire diversité du point de vue âge, diversité du point de vue sexe, diversité du point de vue génétique, etc. Donc, il faut que dans votre échantillon, vous retrouviez toute la diversité qu'il y a dans la population humaine. Donc ici, on parle de population humaine, c'est valable pour n'importe quelle analyse, c'est valable pour n'importe quelle population. Donc, cet effort-là, cette obligation-là d'avoir un échantillon, un petit échantillon, mais qui ressemble à toute la population, c'est ce qu'on appelle la représentativité. Donc voilà. Merci, monsieur. S'il vous plaît, monsieur, comment on peut calculer le coefficient de sédimentation d'une particule? Ben, vous en avez une formule donc pour ça. Alors, mais ce qui est important pour moi, donc en fait, il y a deux manières de le calculer. Donc, en faisant intervenir donc, les densités et le coefficient de frottement, ou en faisant intervenir la vitesse linéaire donc, et les vitesses angulaires. Alors ça, c'est un truc qui, pour moi, donc c'est pas ce qui est le plus important. Donc en fait, si vous avez remarqué, donc en fait, je mets plus l'accent sur la compréhension des phénomènes que sur des applications numériques. Donc, une application numérique, donc on ne fait pas des études supérieures donc du niveau université, même au-delà, pour aller appliquer donc des formules numérique, donc 4 fois 5 divisé par 36, donc multiplié par 2 fois racine carrée donc, de 7. Ça c'est bête, ça c'est pas l'objectif. Donc ça c'est un truc qui est vraiment donc, marginal pour moi. Mais il est en tout cas pour la science. Donc les applications numériques, donc ils sont marginales pour la science. Donc c'est pas ça ce qui est important. Alors vous voulez calculer donc le coefficient de sédimentation. Donc allez, donc vous avez une formule qui vous donne la vitesse linéaire que vous allez diviser par le carré de la vitesse angulaire que multiplie le rayon, et vous avez votre coefficient de sédimentation. Alors maintenant, donc c'est pas, je disais donc que c'est pas ça ce qui est le plus important, mademoiselle. Donc ce qui est le plus important, c'est que vous saisissiez, donc que vous compreniez exactement c'est quoi cette chose qu'on appelle coefficient de sédimentation. Mais c'est quoi? C'est quoi cette chose? Alors en fait, donc c'est tout simple aussi. Donc revenez donc à son expression dans la formule. Donc c'est la vitesse. Donc en fait c'est la vitesse linéaire sur la vitesse angulaire fois le rayon. C'est sur la vitesse angulaire au carré fois le rayon. Alors là, Monsieur, merci. Comment? Alors maintenant, donc. Merci, monsieur. Non, vous avez rien encore compris, mademoiselle. Ne vous remerciez pas de ne pas avoir compris. Donc, remerciez-moi une fois que vous avez compris. Et remerciez-moi uniquement. Juste parce que vous avez donné la formule.
Donc, mais remerciez-moi une fois que vous avez compris, et remerciez-moi quand vous vous sentez incapable de comprendre, et c'est moi qui vous a aidé à comprendre. Si vous vous sentez que arrivez déjà à comprendre et que tout ce que je dis ne sert à rien, donc je ne mérite pas de remerciement. Bon, alors je reviens à cette formule. Je reviens à cette formule. Donc, en fait, c'est la vitesse sur la vitesse linéaire, donc sur le carré de la vitesse angulaire, comme on multiplie le rayon. C'est un rapport. Alors, un rapport, c'est une division. D'accord? C'est une opération de division. C'est 15 divisé par 3, c'est 300 bonbons. C'est 300 bonbons divisé par 25 élèves. C'est ce qu'on vous a appris au primaire. Et c'est quoi une division, en fait? Donc, en fait, ce sont ces petites choses-là que souvent, donc, on rate, qu'on n'a pas compris, donc, vraiment, et qui nous posent problème. Donc, croyez-moi, donc, c'est des petites choses, mais qui posent énormément de problèmes dans une carrière scientifique. Alors, donc, et ceux qui vont vous paraître des génies ou de très bons étudiants, c'est en fait parce qu'ils ont un peu compris la base des choses aussi élémentaires que la division. Alors une division, donc en fait c'est quoi? C'est la part de l'unité, tout simplement. Quand on fait une division, c'est qu'on cherche la part de l'unité. C'est-à-dire quand je vais diviser 300 bonbons sur 25 enfants, qu'est-ce que je cherche? Je cherche à connaître la part de chacun, c'est-à-dire la part de l'unité, c'est-à-dire une unité, donc quelle est sa part? Alors ce rapport-là, elle est aussi, c'est ça, c'est la vitesse linéaire que divise le carré de la vitesse angulaire fois le rayon. Alors pour faire un peu simple, donc c'est le carré de l'unité, c'est 1, c'est l'unité elle-même, le rayon, donc quand on prend une unité, donc ça donne aussi, le produit donne une unité, c'est-à-dire si le rayon est 1, la vitesse angulaire est 1, donc en fait on va dire 1 fois 1, 1 au carré c'est 1 fois 1, c'est 1. Donc en fait, donc, ce rapport, donc, ça va se résumer aussi donc, à la part de l'unité. C'est-à-dire en fait, le coefficient de sédimentation c'est quoi? C'est avec quelle vitesse va avancer linéairement, c'est-à-dire dans une ligne. Quand vous centrifugez, donc de quelle vitesse va avancer votre particule quand la vitesse angulaire, le produit de la vitesse angulaire et du rayon est égal à 1, à une unité. C'est-à-dire pour chaque unité de ce rapport-là, de cette vitesse angulaire, fois le rayon, pour chaque unité de combien, quelle sera la vitesse linéaire. Donc voilà. Donc en fait, pour aussi faire simple pour la compréhension, c'est-à-dire en fait inverser la chose, vous dites, bien que je fais tourner à une certaine vitesse, quand je fais tourner à une certaine vitesse, quelle est la vitesse de déplacement de ma particule? Parce qu'en fait, une centrifugation, on l'a fait pour faire déplacer une particule, pour la faire sédimenter. C'est pour ça qu'on fait une sédimentation. Donc, on fait le coefficient de sédimentation, donc vous pouvez le retourner pour le comprendre et dire ça. Quand je fais tourner avec une vitesse angulaire, c'est-à-dire avec une vitesse de rotation, quelle sera la vitesse linéaire de ma particule? Voilà, tout simplement. C'est ça ce qu'on appelle une vitesse, enfin un coefficient de sédimentation. Donc c'est quelque chose qui va dépendre de la vitesse angulaire, donc du milieu, de la densité, des frottements, de plein de choses. Oui. Monsieur, s'il vous plaît. J'ai des questions donc sur le chat ici, donc il n'y en a pas beaucoup. Alors maintenant, monsieur, s'il vous plaît, comment faire une extraction liquide-liquide? Alors, vous mélangez de liquide, ben, il ne faut pas que ça se mélange, mais vous mettez en contact de liquide
qui ne se mélangent pas, c'est-à-dire deux liquides qui ne sont miscibles. Et si vous avez des molécules ou des molécules qui sont dans un liquide et qui peuvent partir dans l'autre, vous allez faire une extraction. C'est ça, une extraction liquide-liquide. Alors, le coefficient de partage d'une substance lors d'une extraction liquide varie en fonction de quoi? Alors, tout d'abord, c'est quel coefficient de partage? Donc, si les coefficients de partage massiques ou de concentration, donc ça, on en a parlé. Pourquoi les particules sédimentées ne dépassent pas leur densité au niveau de centrifugation sous gradient de densité, même si on utilise la même solution différente de concentration? Alors là, c'est un peu, oui, subtil. Donc, il y a votre camarade donc, qui pose la question, pourquoi les particules donc, sédimentées ne dépassent pas le niveau de leur densité? Parce que tout simplement, ça, ils ne peuvent pas le dépasser. Donc, s'ils le dépassent, donc si vous centrifugez encore beaucoup plus fortement, vous tirez sur la particule, vous allez tirer aussi pas sur le solvant qui a la même densité. Point. Vous allez tirer sur le tout, donc, et tout va partir. Donc, je ne sais pas donc, si votre camarade donc, qui a posé cette question est encore là. Mouad? Non, peut-être pas. Alors maintenant, donc, la réponse, elle est là. Donc, si vous tirez sur une particule qui a une densité, donc en fait, si vous avez un gradient de densité, donc il va bouger jusqu'au niveau de sa densité. Si vous continuez à tirer beaucoup plus fortement de telle manière que vous pouvez encore la déplacer, donc en fait, elle va se déplacer, mais également, le solvant, le niveau du solvant dans lequel elle est, qui a la même densité qu'elle. Donc il va se déplacer. Mais puisque la phase inférieure, c'est ce qu'il y a au-dessous c'est-à-dire plus bas que cette couche-là, a une densité beaucoup plus forte, beaucoup plus élevée, donc ça va tirer encore beaucoup plus sur ça. Donc en fait, il y a impossible, dans ce schéma, si vous arrivez donc à le voir, dans ce schéma, il y a impossibilité encore de déplacement. Parce que si vous déplacez et la particule, il faudra que toute la couche se déplace. Alors toute la couche ne pourra pas se déplacer parce que ce qu'il y a en bas a une densité beaucoup plus forte qui, elle aussi, et donc devra se déplacer. Elle aussi, elle doit se déplacer et donc par la force de centrifugation. Donc comme ça, donc il n'y a plus de possibilité de déplacement, même si vous augmentez la vitesse de centrifugation ou la force centrifuge autant que vous pouvez. Très bon, moi je trouve ça c'est une bonne question, donc quand même, très bien. Oui? Autre question? Alors donc, j'ai pas le TD sous les yeux, donc il y a quelqu'un qui dit, donc j'ai pas compris comment la concentration de la phase organique est déterminée pour la question 3, donc j'ai pas le TD, donc si vous me rappelez de quoi il s'agit, donc je vous répondrai. Rappelez-moi exactement, donc c'est quoi l'exercice, ou vous me le lisez, donc vous faites comme vous voulez pour que je puisse savoir donc de quoi il s'agit, je vous réponds. Monsieur. Oui, donc un petit moment, donc je réponds juste à la question suivante. Est-ce que lors de l'extraction liquide-liquide successive, le rendement change? Oui, le rendement, il changera parce que le rendement, c'est la quantité est extraite par rapport à la quantité initiale. Oui. Monsieur, est-ce que les radiations UV visibles interagissent seulement avec les électrons de la molécule? Monsieur, donc ce n'est pas l'objet de cette séance. Donc je vous ai envoyé un calendrier donc, qui départage donc, tous les chapitres qu'on a vus du cours
au cours des 4 séances de révision prévues. Donc, vous pouvez poser cette question la prochaine fois. C'est la preuve que vous ne lisez même pas ce qu'on vous envoie. Tout simplement. Oui. À quoi ça sert les solutions physiologiques? Comment? À quoi ça sert les solutions physiologiques? À garder, mademoiselle, la même osmolarité que vos cellules. Bientôt, vous allez être vacciné. Si on vous rajoute, si on vous injecte des choses beaucoup plus concentrées que vos cellules, donc en fait par phénomène d'osmose qu'on vous a expliqué donc, depuis le lycée, donc l'eau dans vos cellules sortira de vos cellules parce qu'en fait le milieu extérieur il va contenir quelque chose de beaucoup plus concentré. Alors ça, c'est peut-être moins grave, mais si on vous injecte quelque chose de plus dilué que vos cellules, il se passera le phénomène inverse, c'est-à-dire vos cellules il y aura transfert de l'eau de l'extérieur vers vos cellules qui vont gonfler avec de l'eau. Ils vont gonfler tellement qu'ils vont exploser parce qu'en fait, les cellules animales, et ça aussi, on vous l'a enseigné donc, depuis longtemps, les cellules animales n'ont pas de paroi, n'ont pas de paroi pectocellulosique rigide, donc les cellules animales, donc ils explosent. Ils n'ont qu'une membrane. Donc, c'est des cellules donc, très, très fragiles, très sensibles donc, aux échanges osmotiques, beaucoup plus que les cellules végétales. Donc, en fait, donc, il faut, pour éviter ces problèmes, il faut une isotonie. Alors, une isotonie, donc, il est fourni par ce qu'on appelle un sérum physiologique. Tout simplement, un sérum physiologique, c'est une solution qui a la même concentration en ion, ou molaire, ou surtout osmolaire, c'est-à-dire en ion, la même que celle que vous avez dans vos liquides physiologiques, c'est-à-dire dans le sang, dans vos cellules. Donc, vous avez la même concentration, la même osmolarité que vos cellules. Donc, comme ça, si on vous l'injecte, vous ne risquez pas, donc on ne risque pas de détruire vos cellules. Donc, ce qu'on appelle un sérum physiologique, donc on vous injecte à l'hôpital, en fait, c'est juste un support. Donc, les sachets que vous voyez donc, suspendus donc, à des potences dans l'hôpital, donc, et à partir desquels donc, on vous injecte quelque chose directement dans les veines ou dans le sang. Donc, en fait, c'est juste une solution qui a la même osmolarité que votre sang, donc qui est à 9 pour 1000 en NaCl, c'est tout. Donc, maintenant, ce n'est pas un médicament, ça. C'est dans ça qu'on va mettre un médicament. C'est-à-dire que si on va vous mettre sous antibiotique en continu, donc on mettra l'antibiotique dans cette poche avec le liquide physiologique et ça passera petit à petit dans votre sang, donc c'est-à-dire vous serez sous antibiotique 24 heures sur 24. Si on va vous mettre sous antalgique, c'est-à-dire sous quelque chose qui combat la douleur ou la fièvre, antipyrétique, donc la même chose, donc on va vous injecter ça dans le sérum, dans un sérum physiologique, et c'est ça ce qu'on va... Donc le sérum physiologique, donc c'est pas le médicament, c'est un milieu dans lequel on va mettre un médicament et on va vous l'injecter directement dans le sang. On continue petit à petit, mais on continue tout le temps, c'est-à-dire vous gardez ça. Donc voilà, donc c'est en tout cas, donc c'est... Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, c'est un milieu qui a la même osmolarité que vos cellules, tout simplement. Donc, c'est ça ce qu'on appelle un sérum physiologique ou un liquide physiologique. Merci, monsieur. S'il vous plaît, monsieur, est-ce
Est-ce qu'on peut avoir deux molécules différents qui ont le même coefficient de sédimentation? Oui, oui. Donc, en fait, le coefficient de sédimentation donc, n'est pas spécifique à enfin, déjà, on ne parle pas de molécules. Donc, en fait, quand vous parlez de sédimentation et vous parlez de molécules, donc déjà, c'est une erreur. Donc, on ne sédimente pas des molécules, mademoiselle. Donc, c'est des choses impossibles à faire. Donc, de faire sédimenter une molécule par une force centrifuge. Donc, il faut des forces énormes qui dépassent donc ce qu'on peut imaginer donc comme force, comme rotation. Donc, une molécule, c'est rien du tout. Donc, c'est pas possible de faire sédimenter des molécules. Alors, donc, que ce soit des macromolécules, des macromolécules ou des particules. Des molécules, non. Alors maintenant, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible d'avoir un même coefficient de sédimentation pour des particules, des molécules ou une particule et une macromolécule. Donc, ça dépend de la densité, c'est-à-dire ça dépend de la constitution de la particule et de la macromolécule, de quoi il est constitué, donc de sa masse par rapport à son volume, c'est ce qu'on appelle la densité, et ça dépend des coefficients de frottement. Donc, ça dépend du coefficient de frottement. Donc, c'est très possible d'avoir des macromolécules complètement différentes, mais qui ont le même coefficient de sédimentation. Oui, d'accord, monsieur. Je peux bien penser ça aussi, donc félicitations. Donc, ça peut être une question d'examen. Ça me donne des idées. Bien pensé, donc c'est le genre de questions auxquelles on peut pas répondre, sauf si on a bien compris. On peut pas répondre au hasard. Donc, soit on a bien compris, on sait de quoi on parle, donc ça, on peut répondre, sinon, donc, c'est pas possible. Donc, voilà, donc, ça peut être une question d'examen, donc, je la modifierai un peu. Je la modifierai un peu. Donc, Monsieur, oui. s'il vous plaît, est-ce que toutes les molécules qu'on peut modifier par l'action du pH? Comment? Est-ce que toutes les molécules qu'on peut modifier par l'action du pH? Vous pouvez les modifier par l'action du pH? Oui. Non. Non. Vous pouvez modifier donc, des molécules qui ont des fonctions acides ou des fonctions basiques, donc c'est ce qu'on appelle une neutralisation. Vous pouvez modifier des macromolécules qui présentent des structures qui sont gérées par des forces faibles. Oui, mais vous mettez du glucose dans un milieu acide ou vous le mettez dans un milieu basique, donc il ne changera pas, donc ce restera toujours du glucose. Donc non. Donc voilà, donc les molécules qu'on modifie en modifiant donc en modifiant donc le pH, donc c'est soit donc des molécules qui réagissent avec des protons H+, et que ce sera des bases, soit des molécules qui réagissent avec des OH- et c'est des acides, donc soit des molécules qui ont donc comment dire, une fonction acide ou une fonction basique, donc même si s'il est très faible, ou bien des choses qui peuvent également entrer en compétition avec des protons H+, donc des liaisons faibles, par exemple. Merci. Pas toutes les molécules, donc si vous mettez donc, un minéral, vous mettez donc une molécule simple, si vous mettez de l'eau par exemple, l'eau c'est une molécule, si vous mettez l'eau ou dans un pH acide ou vous le mettez dans un pH basique, donc ça restera toujours de l'eau. La molécule H2O, il restera toujours une molécule H2O, donc il ne sera pas modifié. Voilà.
Alors, pourquoi le Svedberg n'est pas additif? Alors là aussi, donc, ça a en relation avec ce que j'ai expliqué. Donc, si vous comprenez donc, ce que c'est qu'un coefficient de sédimentation, donc qui est mesuré en Svedberg, et le Svedberg, ce n'est rien d'autre que 10-13 secondes, moins 1. Alors, bon. Alors, je disais, donc, si vous comprenez donc, ce que c'est que le coefficient de sédimentation, vous comprendrez pourquoi ce n'est pas additif. Parce qu'en fait, donc, deux objets distincts qui vont avancer avec une vitesse lorsqu'on fait tourner la centrifuge à une vitesse angulaire, et si vous mettez les deux ensemble, vous les associez, ils ne vont pas sédimenter, ils ne vont pas avoir le coefficient de la vitesse, ne sera pas la somme des deux vitesses. Ne sera pas la somme des deux vitesses des deux objets. Donc, déjà comme ça, c'est complètement aberrant. Donc, vous sédimentez, donc, vous faites sédimenter un capuchon et un stylo. Donc, celui-là, donc, il va avancer avec une vitesse lorsque vous faites tourner donc, votre centrifuge à une certaine vitesse angulaire. Celui-là, il va avancer avec une vitesse lorsque vous faites la même chose. Mais si vous associez les deux, donc, ils ne vont pas avancer avec une vitesse qui est la somme de la première vitesse et de la deuxième vitesse. Donc déjà à ce niveau-là, c'est aberrant. Alors maintenant, autrement, donc d'une autre manière, comment expliquer l'impossibilité de l'additivité des coefficients de sédimentation, c'est qu'en fait, ils dépendent des frottements. Ils dépendent des frottements, c'est-à-dire celui-là, donc il va avoir un certain niveau de frottement avec le milieu. Ceci aussi, donc, va avoir donc un certain niveau de frottement avec le milieu que vous sédimentez. Mais si vous mettez les deux objets ensemble, ils peuvent avoir une forme, soit qu'il y a plus qui va générer plus de frottement, c'est-à-dire qu'il va avancer beaucoup plus difficilement, soit ils vont donner une forme qui va avancer beaucoup plus facilement. L'association des deux, donc en fait, il aboutit à une deuxième entité, à une seconde particule qui n'a pas les mêmes caractéristiques que les deux particules séparées. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir les mêmes, c'est pas la somme des vitesses, donc ça c'est assez intuitif pour le comprendre, mais aussi donc ils ne vont pas générer les mêmes frottements. C'est-à-dire les frottements qu'ils vont générer, ce pas les mêmes quand ils sont individuels et que lorsqu'ils sont associés, donc les frottements qu'ils vont générer, ce n'est pas la somme des deux. Ils peuvent générer moins de frottements. Ils peuvent générer moins de frottements parce que la forme qui résulte de l'association des deux éléments donc, va glisser beaucoup plus facilement, donc il ne va pas avoir beaucoup de difficultés à avancer dans le liquide de sédimentation. Donc, ou bien l'inverse, c'est-à-dire la forme qui résulte de l'association va devenir beaucoup plus difficile donc, à faire avancer parce qu'il a une forme qui génère beaucoup plus de surface de contact et de frottement. Donc, il ne peut, donc, c'est pas additif pour ces raisons-là. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, donc il n'y a que toi qui parles. Donc, Est-ce qu'il y a... ouais, donc déjà, la question que je pose, ils sont où les autres? Qu'est-ce qu'ils font les autres? Qu'est-ce que vous faites là, les autres? On est là, monsieur. Comment? Il y a toujours la même qui parle, donc les autres, vous êtes où? Vous n'êtes pas concernés? Si, monsieur. Vous avez pas révisé, donc
Ou bien toutes vos questions, vous les avez données donc, à votre camarade, donc il parle à votre place. Oui, mademoiselle, allez-y. Concernant le pouvoir tampon, est-ce qu'on peut l'observer à une valeur précise de pH ou bien à n'importe quelle valeur? Donc, en fait, ça dépend de votre solution tampon. Donc, une solution tampon, il a un pH initial. Ça dépend donc du système tampon. C'est de l'acide acétique avec de l'acétate, c'est un tampon phosphate, c'est du THCl. Donc, c'est différent. Donc, chaque couple acide faible, base forte, va générer un certain système tampon qui lui-même, ce système tampon, donc il va avoir des pH différents qui dépendront de quoi? Ils dépendront de la quantité d'acide que vous mettez avec de la base conjuguée. Si vous mettez peu d'acide et beaucoup de base conjuguée, donc ça va vous donner des pH plutôt basiques. Donc si vous mettez beaucoup plus d'acide avec très peu de base, donc vous allez avoir des pH beaucoup plus acides. Donc en fait, ça diffère déjà en fonction du système tampon. Alors quand je dis système tampon, c'est-à-dire donc le couple acide faible, base forte déjà. Donc, c'est pas le même quand c'est de l'acétate, c'est pas quand même, quand c'est un tampon phosphate, c'est pas le même, donc c'est du citrate, etc. Donc, ça dépend du. Alors, même à l'intérieur de chaque système tampon, ça diffère en fonction des proportions que vous mettez d'acide et de base. Alors, en fonction de ça, vous pouvez avoir autant de solutions tampons que vous voulez et qui vont différer par leur pH initial. Et à chaque pH initial, vous pouvez avoir un pouvoir tampon. Alors maintenant, donc, il y a juste une règle, c'est qu'on fait le maximum, le pouvoir tampon le plus élevé de votre système, n'importe quel système. Vous l'avez donc au pKa. C'est-à-dire, si vous fabriquez une solution tampon dont le pH initial est égal au pKa du couple acide-base ou de l'acide faible, ici, si vous fabriquez cette solution, c'est là où vous allez avoir le pouvoir tampon le plus élevé. Alors maintenant, si vous fabriquez donc une solution autre qui a un pH initial différent du pKa, c'est-à-dire parce que vous avez mélangé beaucoup plus d'acide avec moins de base, ou l'inverse, et ça aura toujours un pouvoir tampon, mais obligatoirement qui serait inférieur ou égal à celui de la solution que vous pouvez fabriquer et qui aura un pH initial égal au pK. Donc voilà. Donc j'espère que c'est assez clair. Oui, c'est clair, monsieur. Merci. Alors, ça sert à quoi une granulométrie? Donc, en fait, la granulométrie, donc en fait, c'est la taille des particules. Quand vous broyez de la matière, végétale, animale ou même inerte, donc vous allez obtenir des grains. En fait, la granulométrie, donc c'est la taille des grains, c'est-à-dire la taille moyenne des grains qui constituent votre poudre. Alors maintenant, ça, on en a parlé lors de l'extraction. Donc, en fait, plus la granulométrie est fine, c'est-à-dire plus la taille des particules est petite, plus la surface de contact est grande. Plus la surface de contact, je dirais, totale, pas d'une particule, mais la surface de contact totale, parce que c'est la somme des surfaces de contact de toutes les particules qui constituent votre poudre. Donc, en fait, plus la granulométrie est fine, plus la surface de contact est grande, plus les échanges sont rapides. Donc, si vous préparez votre café, donc, vous allez moudre votre café, vous allez le broyer pour que ça devienne des grains. Et plus les grains sont fins, plus vous préparez facilement donc, votre café. Donc, plus c'est gros, plus c'est grossier, plus vous avez du mal à extraire rapidement votre café. Donc voilà, donc ça c'est la granulométrie.
Alors, le coefficient de partage des postes de force de friction, oui, donc on vient d'en parler. Donc, est-ce que lors d'une centrifugation, plus on augmente la température, plus la particule va sédimenter plus rapidement? Alors, à vrai dire, donc, ça n'aura la température lors de la centrifugation aura très peu d'effet sur la sédimentation, dans la mesure où il va avoir un effet, mais c'est très faible parce qu'en fait, il aura un effet de variation de la densité. La densité, donc, il varie en fonction de la température parce que c'est le rapport de la masse sur le volume et on vient de le dire, on vient de l'expliquer que le volume, il est fonction de la température. Donc, il change un peu en fonction de la température. Donc, ça implique que la densité des corps, la densité de la matière, donc il change un peu en fonction de la température. Mais ce changement, donc, dans la majorité des cas, donc, de toutes les centrifugations usuelles, donc en fait, donc c'est négligeable, donc c'est pas ce qui va changer. Donc, la sédimentation de votre particule ou ses caractéristiques. Alors maintenant, par contre, la température, donc à quoi il faut faire attention, c'est à ce qu'elle ne dégrade pas, n'altère pas ce que vous voulez analyser. Alors la température, donc la centrifugation, donc c'est une rotation, donc c'est un mouvement de friction donc mécanique entre les composants mécaniques de la centrif avec l'air. Et les mécanismes, toutes les frictions, en fait, ils génèrent de la chaleur. Donc, en fait, quand vous faites tourner donc, cette machine, qu'on appelle centrifugeuse, donc ça chauffe à l'intérieur. Alors, ça chauffe à l'intérieur, donc, et c'est pourquoi donc, on a deux types de centrifugeuses. Donc, on a des centrifugeuses réfrigérées et celles qui ne sont pas réfrigérées. Donc, celles qui sont réfrigérées, donc, en fait, on règle aussi la température. C'est en même temps une centrifugeuse, mais également une enceinte réfrigérée, c'est-à-dire un petit réfrigérateur, c'est-à-dire ça refroidit également. Ça fait refroidir pour ne pas laisser la température augmenter par les frictions de votre machine avec l'air lors des rotations, donc les rotations qui peuvent être donc très importantes du point de vue donc valeur. Et vous avez des centrifuges qui ne sont pas réfrigérés, c'est-à-dire vous pouvez centrifuger à la température de votre salle, donc à la température ambiante. Donc quand vous n'avez pas aucune crainte que l'augmentation de la température donc, générée par la centrifugation n'altérera donc votre échantillon. Soit quand vous allez centrifuger à des toutes petites vitesses ou quand vous allez centrifuger de très petites durées, et à de petites vitesses, donc à ce moment-là, en fait, la température ne changera pas beaucoup par rapport à la température ambiante. Mais une fois que vous allez centrifuger à des vitesses importantes et pendant des durées importantes, le risque que ça chauffe, ça chauffe à l'intérieur, donc ça devient important. Et si vous êtes en train d'analyser donc des choses qui sont sensibles à la température, vaut mieux le faire dans une centrifugeuse réfrigérée, tout simplement. Oui. Autre question? Monsieur? Oui. S'il te plaît, quand est-ce qu'on utilise une solution tampon? Un drôle de question. Quand vous n'avez pas envie que votre pH change. Quand vous n'avez pas envie, vous voulez que le pH reste constant, même s'il y a un ajout d'acide ou de base, vous utilisez donc une solution tampon parce qu'elle sert à ça. Si vous voulez étudier une activité enzymatique, votre enzyme il va avoir une activité optimale à une certaine température et à un certain pH. Il ne faut pas que le pH change. Parfois, le pH il va changer par les produits même de votre enzyme. Quand votre enzyme va commencer à catalyser des réactions, il va générer des acides ou des bases qui vont changer le pH.
Et quand le pH du milieu donc, aura changé, votre enzyme elle-même il ne fonctionnera plus. Alors maintenant, si vous voulez éviter ça, il faudra travailler donc, dans un milieu qui ne laisse pas ce genre d'événement avoir lieu, c'est-à-dire qu'il va résister à ces variations de pH, même si dans le milieu, il y a de l'acide qui va s'ajouter ou de la base qui vont s'ajouter. Donc voilà. S'il vous plaît, monsieur, est-ce que le coefficient de partage dépend du temps de l'extraction? Le coefficient de partage, est-ce qu'il dépend du temps de l'extraction? Non, il ne peut pas dépendre du temps. Il ne peut pas dépendre du temps ni de la température. C'est une caractéristique d'une molécule et des deux phases. C'est-à-dire, tant que vous avez deux phases différentes, vous avez donc de l'eau, vous avez de l'hexane, ou vous avez de l'éthanol, et vous avez de l'acétaldétyle, ou je ne sais quel autre solvant, peu importe, et vous avez une molécule donnée, donc le coefficient de partage, donc il est caractéristique de ces conditions. Il va dépendre ni de la température, ni des volumes. Quand je parle de coefficient de partage, HD concentration. Donc, à chaque fois que j'en parle, c'est ça ce que j'ai en tête. Donc, le coefficient de partage des concentrations, il ne va pas dépendre ni de la température, ni des étapes successives d'extraction. C'est une caractéristique de cette molécule. C'est-à-dire, cette molécule, tant que les deux phases sont les mêmes, il va se partager de cette manière-là. C'est-à-dire, il y aura 10% ici et 80% là. C'est-à-dire, votre coefficient de partage, il sera toujours de 0,8. Quoi que vous fassiez, que vous ayez 100 molécules, 100 000, 300 millions, il y aura toujours 10%, 80%. Alors maintenant, oui, monsieur. Pour atteindre l'équilibre, c'est-à-dire parce que le coefficient de partage, c'est les concentrations à l'équilibre. C'est le rapport des concentrations à l'équilibre. Alors maintenant, pour atteindre l'équilibre, donc c'est des choses l'équilibre peut être atteint plus ou moins facilement, plus ou moins rapidement. Donc ça peut être rapide, ça peut être beaucoup plus long. Alors maintenant, ça dépend de la granulométrie, donc ça dépend de la température, donc ça dépend peut-être d'autres choses. Alors maintenant, atteindre l'équilibre, c'est quelque chose qui va dépendre de paramètres physico-chimiques. L'équilibre en lui-même, donc c'est une caractéristique. C'est-à-dire c'est une caractéristique de la molécule et des deux milieux. Donc, il ne changera pas. Quand une molécule se partage 10%, 90% ou 20%, 80%, ça sera toujours comme ça. Ça sera toujours comme ça. Alors maintenant, pour atteindre l'équilibre, si vous êtes à température plus basse, ça vous prendra plus de temps. Si vous augmentez la température, donc ça va être beaucoup plus rapide. Donc voilà. C'est bon? Oui, c'est clair, monsieur, merci. Bien, donc voilà, on arrive peut-être donc une question, donc il reste 2 minutes. Monsieur? Monsieur? Oui, je vous écoute. Quelle est la relation entre le rendement et le nombre d'extractions? Alors, le rendement total, donc en fait, plus vous répétez l'extraction, plus le rendement va augmenter. Voilà, donc plus vous augmentez les extractions, plus vous extrayez plus. Alors, extraire plus, c'est plus de rendement, tout simplement. Là où le dire باينه ملي حطت التصويره تاع جالسه تشمش وحط ما راه يمكن كلشي متلفو. Oui. Alors, dernière question. Il reste 1 minute. Si vous avez une question, donc... Alors, je réponds donc à la dernière question ici. Donc, lors d'une séparation membranaire, le transfert de matière se fait par quoi? Alors, le transfert de matière, donc ici, il y a de la matière qui va partir
d'un côté vers un autre côté. Donc, il faut une force, tout simplement. Donc, ça, c'est un mouvement, c'est un déplacement. Ça, c'est le b.a.-ba donc, de la physique, donc, de la mécanique. Donc, il y a quelque chose qui passe d'un côté. Vous faites bouger quelque chose d'un côté à l'autre. Donc, ça ne peut se faire que sous l'effet d'une force. Alors maintenant, cette force, ça peut être ce que vous voulez, donc ça peut être la gravité, donc ça peut être une différence de pression, donc ça peut être une force électrique, donc ça peut être une force osmotique, c'est-à-dire une différence de concentration, donc ça peut être ce que vous voulez. Donc il peut, toute force qui fera tirer, qui fera déplacer de la matière d'un côté vers un côté, et les deux côtés sont séparés par une membrane, donc vont provoquer ce qu'on appelle un transfert de matière par filtration, et voilà, donc imaginez la force que vous voulez, mais généralement, donc, ce sont ces forces-là dont je vous ai parlé, donc, qui sont les plus utilisées, donc en séparation membranaire. Donc, vous faites passer des molécules d'un côté à l'autre par la force de gravité, c'est-à-dire c'est juste par l'attraction terrestre. Vous faites passer de la matière d'un côté vers l'autre en mettant donc une différence de potentiel électrique, donc ça va tirer donc sur ce qui est chargé. Ça va tirer sur des molécules qui sont chargées et ça les fera traverser la membrane, donc, et ça fera donc une séparation membranaire. Ou pas, donc ça les fera traverser la membrane ou pas, donc, et ça fera une séparation membranaire. Ça peut être une force osmotique, c'est-à-dire vous avez beaucoup plus de pression osmotique, c'est-à-dire de concentration, tout simplement d'un côté que de l'autre, et puis donc en fait, si vous avez deux milieux dont la concentration est très différente, que vous séparez avec une membrane, en fait, les espèces moléculaires donc, se déplacent de telle manière donc, à établir un certain équilibre de concentration et un certain équilibre électrique. Donc ça aussi, donc, certainement, on vous en a déjà parlé. Donc voilà, donc, si vous avez plus de questions, donc j'espère que ces chapitres-là donc, sont suffisamment clairs pour vous, que vous avez tout compris. Et voilà, donc j'espère que vous ayez donc du courage pour le reste. Donc il reste encore 3 séances de révision. Donc je répondrai à vos questions donc, comme aujourd'hui. Alors peut-être avec une petite particularité, donc à chaque séance, j'accepterai quand même quelques questions sur ce qu'on avait déjà vu. C'est-à-dire lors de la prochaine séance, donc j'accepterai quand même donc quelques questions, 3, 4, 5 questions sur les chapitres déjà passés. Donc voilà, donc ça vous laisse aussi donc l'opportunité donc de poser des questions éventuels qui vous apparaîtront donc, sur ce qu'on vient de voir aujourd'hui, donc la prochaine fois. Mais en tout cas, vous pouvez les poser donc, sur Classroom donc, et je répondrai aussi. Bien, allez, bon courage et à la prochaine. Merci beaucoup, monsieur. De rien. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. De rien.